m'appelle François Asselineau, donc j'ai 55 ans. Je suis diplômé d'HEC, enseignant de l'École nationale d'administration, dont je suis sorti deuxième en 1985. Le nom de la promo, c'était promotion Léonard de Vinci. C'était la promotion de Richard Descoings. Et ensuite, j'ai choisi l'inspection générale des finances. Vous connaissez sans doute comment ça se passe à la sortie. Et puis j'ai été à la direction des relations économiques extérieures qui s'occupe du commerce extérieur. Et puis ensuite, j'ai été dans des cabinets ministériels, cabinet de Gérard Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Gérard Longuet, c'était le gouvernement Juppé, là, à l'époque. Non, Balladur. Le gouvernement Balladur, pardon. Donc là, dans le 93. Ensuite, Monsieur Longuet avait démissionné, donc c'était avec José Rossi qui l'avait suppléé. Après ça, j'ai été le directeur de cabinet de Madame de Panafieux, qui était ministre du Tourisme sous le gouvernement Juppéen, donc cette fois-ci après l'élection de 95. Voilà, après Jacques Chirac. Et puis ensuite, j'ai été Madame de Panafieux, ministre du Tourisme, ayant été virée avec les Juppettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. J'ai été ensuite au cabinet du ministre des Affaires étrangères, de M. Hervé de Charette, de fin 95 à la dissolution de 97. Voilà. Après, je suis revenu à l'inspection générale des finances. Et ensuite, lorsqu'en 1999, il y a eu, suite à l'adoption du traité d'Amsterdam sans référendum du peuple français, je me suis... vous avez rappelé que M. Pasqua, à l'époque, que je ne connaissais pas, avait lancé un parti politique. D'ailleurs, d'abord, qui devait être avec Chevènement. Les conversations étaient allées assez loin avec Max Gallo pour qu'il occupe la deuxième place. Et puis finalement, ça ne s'était pas fait. Le RPF, et donc, c'était le RPF. Ouais. Donc là, pour la première fois de ma vie, j'ai adhéré à un mouvement qui était le RPF, parce que je pensais que c'était un mouvement gaulliste, néo-gaulliste, et qui allait justement redresser la barre sur les dérives européennes. Puisque j'ai voté non à Maastricht, les gens le savaient dans la haute administration, j'étais dans des cabinets auprès de ministres qui étaient pro-européens, enfin je n'y étais pas pour traiter de sujets européens, j'y étais pour traiter d'autres sujets, on m'avait sélectionné parce qu'on jugeait que j'étais compétent sur les sujets dont je m'occupais, notamment l'Asie, l'Océanie, l'Amérique latine, le commerce extérieur. Mais donc, vu toutes les années 90, j'avais fini par aller là. Voilà. Donc j'ai été auprès de M. Pasqua au Conseil général des Hauts-de-Seine, pas du tout quand il était ministre, c'était fini. Donc mon nom n'a jamais été mêlé à quoi que ce soit dont on a parlé dans les médias. J'ai été auprès de lui avec d'autres dans le cadre du RPF. Et puis M. Pasqua n'a pas été candidat au présidentiel de 2002. Donc à ce moment-là, j'ai pris mes distances avec M. Pasqua parce que je considérais qu'en réalité, ça n'était pas le mouvement politique que j'attendais, c'est que c'était des complaisances du souverainisme que j'ai découvertes, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas ce qu'ils savent et qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des gens qui critiquent l'Europe et qui toujours et de façon sempiternelle proposent une autre Europe, voilà, à la Saint-Glinglin. Je montre d'ailleurs dans l'une des conférences que je ferai pendant cette campagne, je montre que d'un simple point de vue mathématique, une autre Europe est impossible. En termes statistiques, j'ai présenté ça à l'école polytechnique il y a quelques semaines. C'est tout simple, mais en donnant un critère de probabilité, quand vous pensez qu'il faut que 27 États soient d'accord sur le même document, il faut donc que 27 États aient la même couleur politique au même moment, la probabilité par exemple, qu'il y ait 27 États, il faut l'unanimité pour changer les traités. La probabilité, par exemple, qu'il faut qu'il y ait 27 gouvernements de gauche social-démocrate en même temps en Europe, on peut l'estimer à peu près à 6 heures tous les 100 000 ans. Et la probabilité d'avoir un mouvement très à gauche, style Front de gauche, ou très à droite, style Front National, qui soit présent dans 27 États, la probabilité c'est 1,5 secondes tous les 10 trilliards d'années. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'en suis venu à la conclusion que ce qui manquait, il y avait une anomalie dans la vie politique française, c'est qu'il n'y avait pas de parti politique qui proposait la sortie de l'euro et de l'Union européenne
et accessoirement de l'OTAN, puisque c'est aussi ce que nous proposons. C'est-à-dire des éléments qui brident la souveraineté et l'indépendance nationale. Voilà. En particulier, je précède peut-être une question, une interrogation que vous pourriez formuler, le Front National et M. Dupont-Aignan n'ont jamais proposé la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Il suffit de reprendre leurs professions de foi qui sont sur Internet l'année dernière. Ce sont des artistes de l'ambiguïté. Sur ces questions, on laisse entendre que, mais si vous allez sur les professions de foi de Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan, il n'est pas du tout question, il n'est même pas question de l'euro. Vous voyez, il y a 46 millions d'électeurs. Il ne faut pas se moquer du monde, comme ça veut dire quelque chose. Donc il y a de ce côté-là de l'échiquier, mais de l'autre côté aussi, du côté des... En fait, les gens qui ont voté non, hein, qui sont soit des gens de droite, soit des gens de gauche. Du côté gauche, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez au front de gauche beaucoup d'électeurs, etc., qui sont persuadés que le front de gauche veut une rupture avec l'Europe, etc. Mais quand vous regardez les déclarations de M. Mélenchon, il se dit fédéraliste européen, il a traité de pétainistes ceux qui voulaient sortir de l'euro. Voilà. Donc j'en étais arrivé à la conclusion qu'il fallait créer un mouvement politique serein, républicain, normal, si j'ose dire, refusant tout extrémisme et fidèle aux grandes valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, souveraineté nationale, indépendance nationale. C'est quand même la France qui, en 1789, a inventé la souveraineté nationale. Hein. C'est pas un concept de droite, c'est un concept d'ultra-gauche à l'époque. C'était la souveraineté du peuple. Et c'est ce qu'a été toute notre histoire, en fait. Tous les grands moments de notre histoire de France. C'est aussi, d'ailleurs, ce qui a fait le fondement même du Conseil national de la résistance de 43-44. Voilà. Donc j'ai lancé un mouvement politique le 25 mars 2007. C'est une date que j'avais... ça s'est un peu trouvé comme ça par hasard. J'avais jamais eu l'idée de le faire. Ça s'est trouvé un petit peu par hasard et c'est une date importante puisque c'est en fait le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui crée la CE. Et ça c'est quand même un fait que même nos adversaires les plus résolus ne peuvent nier, c'est que j'ai créé le premier mouvement politique, je crois, enfin j'en suis sûr même, qui, le jour même du 50e anniversaire, s'est présenté comme un mouvement à titre provisoire, un peu comme l'a été le CNR en 1943, rassemblant des Français de droite, du centre et de gauche, qui veulent récupérer la souveraineté nationale. Ce qui signifie plusieurs choses. Ça signifie d'abord une clarté parfaite d'analyse, et d'explication. Pourquoi est-ce que nous voulons sortir de l'Union européenne ? Il ne s'agit pas de xénophobie, il ne s'agit pas de nostalgie. C'est une réflexion précise que je mène dans des... C'est une première photo, je vais... C'est une réflexion précise que je mène parce que par ma formation, comme je vous disais, à l'inspection générale des finances, je suis plutôt un homme de dossier, donc j'aime bien expliquer, faire de l'éducation populaire et donc parcourir la France. C'est ce que j'ai fait depuis 6 ans en allant voir les Français qui voulaient bien me voir. Alors dans les débuts, il n'y avait pas grand monde. Il y avait des petites salles où il y avait 5-6 personnes qui voulaient bien m'écouter. Et pour inventer un truc qui n'existait pas avant en politique, enfin je crois, c'est-à-dire j'ai fait des conférences avec PowerPoint. Vous savez, comme dans le monde de l'entreprise. J'ai fait HEC avant de faire l'ENA, je vous avais dit, donc je connais assez bien le monde de l'entreprise. Bon, pas pour motiver des forces de vente ou pour expliquer la stratégie d'une entreprise ou pour faire le bilan devant les actionnaires, on leur présente avec PowerPoint, j'ai voulu appliquer ça à la politique. Voilà. C'est-à-dire faire des conférences qui ne soient pas des discours dans le vide, mais avec des éléments sourcés, des photos, des chiffres, voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tu perds ton temps, les Français sont des imbéciles, les Français ci, les Français ça. Et moi non, je pense que les gens... Enfin, j'ai fait ce pari, je pense que les gens, ils ont une soif d'avoir des vraies analyses. Ils ont soif ils en ont marre. De plus en plus de gens, notamment de jeunes, vont chercher de l'information alternative sur Internet,
parce qu'ils sont maîtres du choix de l'information, ils vont choisir ce qui les intéresse, et puis ils ont une vision contradictoire des analyses, et ils vont vers... vous savez, l'esprit humain, il est ainsi fait qu'il préfère aller vers la vérité que vers le mensonge, et il flaire là où c'est plutôt vrai et là où c'est plutôt faux. Donc j'ai fait des conférences qui sont très construites, avec beaucoup de références. Tout ce que j'avance est toujours sourcé sur lorsque j'explique par exemple que l'origine de la construction européenne, ça n'est pas du tout Robert Schuman, c'est en fait, ça a été préparé au département d'État américain. Lorsque je montre preuves à l'appui, scan de l'interview de Eisenhower en 1951, dans Paris Match, qu'il est le premier, avant même d'être élu président des États-Unis l'année suivante, il est le premier à réclamer une constitution européenne. Lorsque j'explique que d'après les documents déclassifiés de l'administration américaine, qui ont été déclassifiés à l'été 2000 suite aux lois américaines, on sait par l'article du 19 septembre 2000 du Daily Telegraph de Ambrose Evans Pritchard, qui est l'un des grands journalistes d'investigation du Royaume-Uni, qu'on sait désormais de sources certaines que le mouvement européen, que Robert Schuman, que Paul-Henri Spaak, que Joseph Ratzinger étaient en fait, je le cite, traités comme des salariés, comme des employés par leurs parrains américains, c'est-à-dire la CIA, etc. Ce sont des faits objectifs que je présente, voilà. Alors les gens, du coup, après, ils vont se documenter et ils découvrent que ce que je dis est vrai. Voilà. Donc, il s'est agi depuis 6 ans de réintroduire la politique au sens noble du terme. Il n'y a rien qui ne m'est plus étranger, qui n'est plus étranger, je pense, aux gens qui nous ont rejoints, que la politique spectacle, les slogans creux, les attaques ad hominem. Voilà, la France est en train à mon avis, dans une très mauvaise situation. Elle est en train, je pèse mes mots, de connaître une des phases de son histoire millénaire, qui est une phase où elle risque de disparaître. C'est déjà arrivé dans notre histoire, en 1420, lorsque Charles VI signe le traité de Troyes qui donne le royaume de France après sa mort aux Anglais. C'est arrivé lorsque François Ier était fait prisonnier à Pavie, et puis le connétable de Bourbon était du côté des impériaux contre le roi de France, qui était son cousin. C'est arrivé lorsque les émigrés sont partis à Coblence avec le comte d'Artois, le futur Charles X. C'est arrivé en 1871 avec les troupes prussiennes. C'est arrivé en 1940. Il est arrivé tout au long de notre histoire que la France risque de disparaître. Et une des particularités de cette histoire aussi, très curieuse, c'est que les élites françaises, à ces différents moments de l'histoire, trahissent leur propre pays et leur propre peuple. Voilà. Jouent le jeu de l'étranger par rapport au jeu du peuple français. Toutes ces occurrences que je viens de vous citer, c'est ça. J'ai vécu au Japon, je connais beaucoup les pays d'Asie, je suis allé dans 95 pays du monde, je ne connais pas beaucoup d'histoires, je n'en connais même pas, où il y a ce trait national assez étrange, d'élites qui se coupent de leur propre pays, comme sous Louis XV, faisant après la bataille de Fontenoy, laissant tout au roi de Prusse. Voilà. Alors, j'ai créé ce mouvement. Au début, il a été très lent à décoller. On a peut-être des dossiers qu'on vous remettra, d'ailleurs, enfin, c'est sur notre site, vous verrez le décollage. J'ai fini l'année 2007, on avait 40 adhérents. L'année 2008, on avait 88. L'année 2010, on en avait je ne sais plus combien. Voilà, je mettrai ça. Ça, c'est sur notre site. Près de 3000. Et aujourd'hui, tout à l'heure, on était à 2900 exactement. Ce sont des vrais chiffres, hein, ça peut être vérifié par huissier, parce que ce qui nous distingue des autres, voilà, c'est ça, vous trouverez ça en page 7. Donc ça a été fait, au 2 mai, on était 2825, mais en ce moment, on en est à 2900, voilà. C'est déjà un petit peu ancien, voilà. Donc ça, ce sont des vrais chiffres. Notre site internet se classe désormais au 5e ou 6e rang des sites, ou parfois même au 3e, on est monté déjà des sites politiques les plus consultés, des sites politiques français les plus consultés, selon Alexa Ranking. Voilà. Et donc on est le premier parti qui se soit développé uniquement par les réseaux sociaux, puisque l'accès aux médias, aux grands médias,
était extrêmement verrouillé pour toute une série de raisons, sans doute en partie due de notre faute d'ailleurs, parce qu'on était moi, j'avais jamais prévu de créer un mouvement politique. C'est pas parce que j'ai travaillé il y a 13 ans auprès de M. Pasqua que M. Pasqua est derrière ça. Je ne le vois plus depuis des années. Ça a été, nous avons eu on est parti de zéro, nous n'avons eu aucun soutien. Voilà. Et en fait, le décollage, comme vous le voyez un peu sur cette courbe, il y a eu un vrai point d'inflexion avec 2011, parce qu'à la fin 2011, j'ai présenté ma candidature à l'élection présidentielle. On avait 700, un peu moins de 700 adhérents, on avait 650, on a eu 250 militants qui ont cherché des parrainages pendant plusieurs mois, et j'en ai eu 17. Donc je l'ai annoncé, moi je dis la vérité, j'ai eu 17 parrainages. Parce que tout le monde dit oui, j'ai eu 450 parrainages, non c'est pas vrai, c'est très difficile à avoir. J'ai dit voilà, nous avons eu 17 parrainages. D'ailleurs, il était extrêmement difficile d'avoir des parrainages, parce que d'abord les maires sont dans le cadre de l'intercommunalité, ils ont des pressions considérables de l'UMP ou du PS. Si jamais vous accordez votre parrainage à un autre candidat, c'est en tout cas l'argument qu'ils nous évoquaient. Et puis il y avait aussi beaucoup de maires qui voyaient les sondages il n'était jamais question de moi. On entendait parler de Madame Cindy Lee, vous savez, la candidate du Parti du Plaisir qui présentait sa poitrine sur les marchés. On entendait... parce que ça, c'est le genre de choses que les grands médias aiment bien. Mais moi qui avais présenté un programme pendant 5 heures, tout ça est sur Internet, le 3 décembre 2011 à Nogent-sur-Marne, rien. On avait pourtant invité une centaine de journalistes, il n'y en avait pas un qui était venu. Alors ça ne nous a pas découragés, on a continué, mais ça a un petit début. Puis est arrivé ce que, depuis 2007, j'annonce, c'est-à-dire, que l'euro finira par exploser, quoi qu'il arrive, comme toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé dans l'histoire. Je fais une conférence spécialement consacrée à ça, je remonte au premier livre des Maccabées dans la Bible, où on trouve pour la première fois dans l'histoire des hommes l'idée qu'une monnaie plurinationale explose. Ça se passe sous Alexandre VII, un des successeurs lointains d'Alexandre le Grand. Et donc, j'annonçais ça, et j'annonçais aussi le fait que les processus en cours allaient de plus en plus voler la démocratie. Et d'ailleurs, c'est le slogan de notre mouvement, l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que, au lieu de stigmatiser, on a voulu faire croire dans la tête des Français, pas seulement des Français d'ailleurs, que remettre en cause la construction européenne, c'était, par une série d'amalgames, c'était Front National, alors que je vous ai dit que le Front National n'a jamais proposé, en 2007 par exemple, M. Le Pen qui a fait sa candidature a annoncé qu'il ne sortirait pas de l'euro s'il était élu président. Je peux vous donner la référence de la dépêche AFP. Et encore une fois, Mme Le Pen l'année dernière changeait constamment de discours sur le sujet. C'est le système, vous savez, du râteau pour ratisser large. C'est comme le PS, ils ont 50 lieutenants, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, le troisième qui dit rouge, le quatrième qui dit vert. Vous avez des gens très à droite, c'était M. Valls, à gauche, c'était Montebourg. Tout ça, c'est pour ratisser, pour faire croire aux gens que le PS va être... Et puis au bout du compte, on leur sert François Hollande qui fait la politique décidée par l'oligarchie, par Goldman Sachs, qui tire les ficelles à la BCE et à la Commission. Voilà. Donc nous, ce que l'on dit, c'est un problème de démocratie, voilà, qui va se poser et qui se pose de plus en plus. Quand je disais ça il y a 6 ans, les gens disaient, en général, on considérait que j'étais quelqu'un de compétent sur mes sujets, mais les gens disaient, mes amis, hein, ils exagèrent, vous exagérez. Maintenant, les gens commencent à comprendre que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, c'est un coup d'État constant qui est fait par une oligarchie qui est en train de prendre le pouvoir sur les peuples européens et au passage de nous appauvrir à toute allure et de nous piquer notre patrimoine public. On le voit en Grèce, on le voit à Chypre, on le voit en Espagne, on le voit en Italie, avec une espèce de menace et d'intimidation latente. C'est que si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes un facho. Et ça marche. Quand vous pensez qu'en Grèce, il y a actuellement 65% des jeunes Grecs de moins de 25 ans qui sont au chômage, qu'on est en train de vendre tout le patrimoine public grec à des fonds de pension américains. D'ailleurs, les États-Unis étant beaucoup plus endettés encore que les pays d'Europe. On n'en parle pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, pour que les Français soient spoliés
de 69 milliards d'euros qu'on va payer collectivement pour sauver l'euro en Grèce, c'est-à-dire aux banques qui ont investi en Grèce. C'est ça le truc. 69 milliards d'euros, ça représente, je le mets dans la profession de foi que nous allons diffuser, le quart de cette somme aurait pu permettre de régler en France tous les problèmes de logements sociaux. Et ça passe, personne n'en parle. Bah si, M. Mélenchon, par exemple. Oui, M. Mélenchon en parle, mais M. Mélenchon, ça fait partie des gens que nous critiquons bon, nous sommes la bête noire de M. Mélenchon, de Mme Le Pen, de M. Dupont-Aignan, enfin M. Dupont-Aignan qu'on peut, parce que nous les mettons en face de leurs incohérences. Parce que c'est très gentil, mais M. Mélenchon, lui, il dit que ceux qui veulent sortir de l'euro sont des pétainistes. Donc il propose, comme tout le monde, une autre Europe. Avant que vous n'arriviez, j'expliquais que statistiquement, une autre Europe est absolument impossible. C'est impossible. Donc, pendant qu'on nous propose une autre Europe, d'ailleurs, dans une de mes conférences, je montre que la première élection européenne qui a eu lieu en France en 1979, pour la petite histoire, j'étais étudiant à HEC, j'ai voté par la liste de Simone Veil, qui était la plus pro-européenne. Vous voyez que j'étais pas tombé dans... Moi, j'étais très pro-européen quand j'étais plus jeune. La liste du Parti socialiste à l'époque, c'était... Je peux vous envoyer les... Vous pouvez visionner ma conférence, c'était « Changeons d'Europe ». Et changer d'Europe. Changer d'Europe, rester au pays. 1979, 2009, 30 ans après, la campagne du Parti socialiste avec Harlem Désir, cette fois-ci, changerdeurope.fr. C'est-à-dire que la seule différence, c'est qu'il est arrivé à Internet entre-temps. Mais à 30 ans de distance, le même discours. C'est fascinant. C'est fascinant parce qu'il n'y a aucune réflexion. Et justement, M. Mélenchon, tous ces gens-là le font. D'ailleurs, M. Dupont-Aignan aussi veut changer d'Europe. Mme Le Pen aussi, d'ailleurs. Mme Le Pen aussi, elle est pour une Europe des nations. Moi, c'est ce que j'ai découvert chez M. Pasqua, lui aussi. Tout le monde est pour une autre Europe, hein, d'ailleurs. Parce que même le Parti socialiste veut une Europe sociale. J'ai retrouvé... le Parti socialiste a appelé à voter oui en 2005 à la Constitution européenne en disant oui à l'Europe sociale. Je peux vous envoyer les photos. On voit Hollande avec... On est en train de détruire tous les acquis sociaux des Français. Voilà. Et donc l'autre Europe, c'est un mythe. C'est un mythe parce que, comme je l'ai déjà dit, enfin avant que vous n'arriviez, il faut, pour modifier substantiellement les traités, il faut l'unanimité. Et vous n'aurez jamais l'unanimité pour aller dans cette direction. Voilà. Donc les européistes français veulent une Europe, mais en fait ils veulent une France en grand. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait ils ont un mal à comprendre ce que c'est qu'être allemand, ce que c'est qu'être anglais, ce que c'est qu'être luxembourgeois, ce que c'est qu'être polonais. Voilà. Moi, j'ai une belle sœur britannique, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, j'aime beaucoup les pays étrangers, je parle le japonais, l'anglais, etc. Je connais les autres pays, je m'intéresse à leurs problématiques. Vous ne trouverez jamais chez nous et chez moi une attaque contre l'Allemagne, par exemple. Je trouve scandaleux, M. Mélenchon, par exemple, qui se proclame pour l'Europe, tient des propos qui sont de plus en plus germanophobes. Mais là, nous, ce que nous disons, c'est que la folie est de vouloir avoir la même monnaie que les Allemands. Voilà. Parce que pour des raisons, enfin, si vous voulez, mais là on en a jusqu'à 10h du soir, mais pour des raisons qui sont des raisons techniques, ne serait-ce que parce que le fait que l'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on dit, c'est une monnaie commune. Les banques centrales nationales n'ont pas été supprimées. Si vous allez lire les traités, on parle du SEBC, du système européen de banque centrale, et donc les monnaies nationales continuent d'exister. Il y a toujours une monnaie nationale française, il y a toujours une monnaie nationale allemande, il y a toujours une monnaie nationale grecque, etc. C'est-à-dire des créances respectives sur les banques centrales nationales. Donc qu'est-ce que c'est que l'entrée dans l'euro? Là, on change un peu de sujet, mais c'est le fait que on est entré dans un système où la monnaie nationale, d'un seul coup, s'appelle l'euro, adopte des billets identiques à celles de ses voisins, pas les pièces sont une face nationale, et il y a un système, ce que les financiers appellent le PEG, un taux de change de 1 pour 1, avec les autres monnaies, sans limitation de montant ni de durée. Et avec totale libre circulation, c'est le marché unique européen, bancaire et financier. Mais si vous avez 50 000 euros sur votre compte courant bancaire, les 50 000 euros que vous avez ici à la banque, à la BNP de Paribas, qui est en face de Villeneuve-sur-Lot, en point de vue juridique, c'est 50 000 euros de créances sur la Banque de France. Mais vous avez le droit,
cadre européen, vous avez le droit de les transférer, d'ouvrir un compte à la Dresdner Bank de Düsseldorf ou à la Deutsche Bank de Berlin. Vous en avez le droit. Libre établissement. Et vous avez le droit de transférer vos 50 000 euros, qui seront, avec le PEC de 1 pour 1, transférés 50 000 euros là-bas. Vous aurez le sentiment, visuellement, que vous avez la même monnaie. Mais en fait, non. Parce que vos 50 000 euros qui sont ici sont des créances sur la Banque de France. Quand ils seront arrivés dans la banque à Berlin ou à Düsseldorf, à Francfort, ce seront des créances sur la Bundesbank. Ce qui change tout. Ce qui change tout pour les gens qui savent. Les grandes fortunes, les grands fonds de pension, les grandes entreprises. Ça change tout. Pourquoi? Parce que si vous anticipez une explosion de l'euro, les créances que vous aurez en Allemagne sur la Bundesbank se transformeront en Deutschmark, New Look. Ceux que vous avez ici se transformeront en francs. Ceux que vous avez à la banque du Pirée à Thessalonique se transformeront dans la nouvelle drachme. Or, on anticipe, je vous renvoie une note de Natixis de juillet 2012, on anticipe que lorsque l'euro explosera, actuellement, le Deutschmark devrait grimper de 20% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar, le franc baisser de l'ordre de 2%, il faudrait d'ailleurs qu'il baisse davantage pour rétablir la compétitivité externe, et la drachme pourrait perdre 20-25%. Donc vous voyez bien que les gens, les insiders, ceux qui savent, ils ont tout intérêt à transformer leur citrouille en carrosse, en transformant en créance. D'où un afflux massif de tous les pays du Sud de l'argent vers les pays du Nord. Alors il y a l'Allemagne, il y a la Finlande, il y a les Pays-Bas et il y a le Luxembourg qui sont victimes de cette espèce d'afflux de sang. La zone euro, c'est un malade qui a les membres gelés et la tête au bord de l'explosion, complètement gonflée de sang, parce que tout revient à l'Allemagne, constamment. Vous avez fait vous injectez de l'argent en Espagne, etc. Aussitôt, tout revient à l'Allemagne. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le système 2, si ça vous intéresse. Tous ces sujets qui sont absolument fondamentaux, dont on ne parle jamais au grand public. C'est une bombe nucléaire qui a entamé sa divergence à partir de 2006-2007. Allez taper Target 2 Wikipédia, allez sur le site, pas Wikipédia français parce qu'il n'y a pas le dessin, mais si vous allez sur Wikipédia en anglais ou en allemand, vous aurez un dessin qui témoigne d'une évolution complètement divergente entre les pays que je viens de citer et les pays du Sud. Alors monsieur Asselineau, tout ce que dont vous nous parlez est parfaitement intéressant. J'ai bien peur, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on n'est pas jusqu'à 10h du soir. Et que ça nous éloigne un tout petit peu de la raison, enfin même si tout ça est lié, j'ai bien compris par rapport à votre démarche, votre parti, votre mouvement, etc. Des questions un tout petit peu plus prosaïques à vous poser et terre à terre. Qu'est-ce qui vous amène, vous qui êtes installé à Paris, à venir briguer la députation à Villeneuve-sur-Lot? Premièrement, le fait que c'est une élection qui a un certain retentissement national, qui est rendue vacante dans des conditions sur lesquelles la décence voudrait qu'on ne s'attarde pas trop, mais qui est quand même particulièrement scandaleuse, quand même ce qui s'est passé, les conditions de la démission de M. Cahuzac. Maintenant, on va bientôt en faire presque un saint et martyr. Je crois que le grand public n'est pas dupe. Le grand public est absolument ulcéré de ce qui s'est passé. Donc ça fait une élection qui a un retentissement national. Deuxièmement, comme vous le voyez, notre mouvement est en pleine croissance. Il y a encore 1 an et demi, nous n'avions pas les moyens militants, etc., pour exister. Maintenant que nous allons avoir bientôt, dans quelques jours, 3000 adhérents, nous avons à peu près une quinzaine d'adhérents dans le Lot-et-Garonne, mais nous en avons dans les départements voisins. On en a plus de 100 ou 120 en Haute-Garonne, à peu près autant en Gironde, etc. Or, nous avons notre base militante. C'est ce qui nous distingue vraiment je crois, de la plupart des autres partis. C'est que les gens qui adhèrent chez nous, ils sont des gens qui souvent ont mis plusieurs mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, à adhérer, qui nous ont découvert sur Internet, qui ont voulu vérifier si ce que je disais était vrai, qui ont voulu vérifier si ce mouvement était en effet en dehors du clivage droite-gauche. Alors il suffit pas de le... Oui, droite-gauche centre, on n'est pas non plus du centre, parce que il y en a d'autres qui le disent. Mais le dire, c'est une chose, le réaliser, c'est autre chose. Donc, pour que nous, on ait chez nous
Moi, j'ai un pédigré de droite, entre guillemets. Régis, lui, est plutôt enfin oui, même tout à fait à gauche, colonel de l'armée de l'air, il se présentera tout à l'heure. Autour d'eux, ici, il y a des gens de droite, de gauche. On a plutôt une majorité de gens de gauche qui viennent. Mais pour que cette alchimie marche, il faut que l'on se donne un cadre de réflexion très important. C'est la charte fondatrice de notre mouvement, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de sujets où délibérément, d'emblée, on a dit que nous ne nous prononcerions pas parce qu'on laisse des sujets qui relèvent de la conviction de chacun. Et nous formons un mouvement de libération nationale. La vision du monde que nous avons, la vision de la situation française, elle est différente de tous les autres partis. Tous les autres partis politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, on l'a vu encore au moment de la présidentielle, lorsqu'ils vous présentent un programme, vous parlent des questions sociales, des questions l'emploi, comment dirais-je, la culture, etc. Et puis il y a la politique étrangère, et puis il y a la politique européenne. Et nous on dit, mais non, c'est comme s'il y avait eu des élections en 1942, où il y avait eu une campagne, et puis il y aurait eu une petite footnote en disant, tiens, l'occupation allemande. Bon. Nous disons que l'appartenance de la France à la construction européenne est la clé de voûte qui préempte tout le reste. On ne peut plus avoir de politique économique, on ne peut plus avoir de politique sociale. D'ailleurs, les Français qui ont voté pour M. Hollande, on les avait mis en garde. On a appelé à l'abstention, d'ailleurs, nous, au premier comme au second tour en 2012. On avait dit aux gens, allez-y, vous aurez la même politique que Sarkozy. Enfin, ils constatent qu'ils ont la même politique que Sarkozy. Nous leur expliquons pourquoi. On dit c'est pas que les élites françaises, les responsables politiques prennent un malin plaisir à se moquer de vous, c'est qu'on vous a pris votre pouvoir, que nous élisons des marionnettes. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, c'est un sujet qui est tout à fait terre-à-terre. C'est ce qu'il y a de plus terre-à-terre. C'est quand même, 1, la France, qu'est-ce qu'on devient collectivement. 2, nous perdons actuellement 600 emplois par jour, une usine qui ferme tous les jours, 1 à 2 agriculteurs qui se suicident tous les jours. Et tous les jours, il y a... En 2010, c'était 1500, je pense que depuis ça a augmenté. L'INSEE recensait 1500 personnes qui basculaient en dessous du seuil de pauvreté tous les jours, en 2010. Maintenant, on doit être à 1800, à 2000 tous les jours. Donc il y a le feu au lac. Nous sommes dans une situation qui est d'une extrême gravité et dont la gravité va continuer à s'accélérer. Alors, pourquoi je viens ? Parce que ça nous offre une tribune, parce que c'est un département où il va y avoir une élection qui va avoir un certain retentissement, parce que nous sommes plus nombreux, et puis parce que je vous rappelle qu'une élection législative, ça n'est pas une élection municipale, ça n'est pas une élection cantonale, ça n'est pas une élection régionale. Une élection législative, il s'agit d'élire un député de la nation, c'est son terme. Député de la nation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est-à-dire qui représente en soi l'ensemble du peuple français. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vote les lois du peuple français, les lois de la République. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le législateur a prévu que l'on peut très bien se présenter dans un département où l'on n'habite pas. D'ailleurs, le candidat du Parti socialiste, dit-on, s'était présenté dans le Tarn. Madame Le Pen ou Monsieur... Dans le Tarn, il y vivait. D'accord. Bon. Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen se sont présentés à Hénin-Beaumont, ni l'un ni l'autre n'y vivaient. Donc voilà, ça fait partie de ce qui est... voilà. Si les gens considèrent que ça n'est pas normal, moi je dirais, écoutez, est-ce que vous croyez que c'est normal de planquer son argent en Suisse quand on est ministre du budget, qu'on fait des conférences, on appelle les Français à lutter contre la fraude fiscale? Je pense que c'est finalement péché véniel. Nous faisons ça. D'ailleurs, je crois que parmi les candidats qui se présentent, tous sont loin d'habiter dans la circonscription stricto sensu. Ce qui importe, ça n'est pas tellement ça. Ce qui importe, c'est d'abord et fondamentalement qu'est-ce que l'on a à dire. Est-ce que ce que l'on a à dire est important ou est-ce que c'est vide de contenu? C'est une mini-présidentielle pour vous. Dans votre question, il y a un petit sous-entendu qui pourrait être du style, c'est les ambitions personnelles et autres. Non, ça voudrait dire que vous n'avez pas l'audience suffisante pour accueillir 500 parrainages à la présidentielle. En revanche,
la loi telle qu'elle est faite en matière électorale vous permet de venir sur une circo là où vous ne vivez pas pour justement profiter de l'exposition médiatique et oui, vous n'avez pas pu développer pour oui, parce qu'il faut faire comme on peut essayer de le faire. Nous estimons que notre mouvement politique, je me permets d'insister sur le fait que les chiffres que je vous présente sont des chiffres exacts, vous n'êtes pas obligé de me croire, je le reconnais, mais je peux vous dire que ce sont des chiffres exacts, que ça fait de nous, certes, pas un immense parti politique, mais je crois, je parle sous votre contrôle, que c'est sans précédent dans la politique française récente qu'un mouvement politique se soit développé de cette nature uniquement par Internet et le bouche à oreille. Et le parti pirate. Il y a le parti pirate qui est un petit peu sur le même schéma, mais je ne sais pas combien ils ont d'électeurs. Et puis, à vrai dire, le parti pirate, mais j'avoue que je ne le connais pas très très bien, sont fondés sur leur programme et quand même quelque chose d'assez comment dirais-je, limité, d'assez restreint sur un angle de vue assez... Alors que nous, notre programme, je serais navré que vous retiriez de notre entretien l'idée que notre seul programme est de sortir de l'Union européenne, de l'euro. On veut évidemment sortir de l'OTAN, mais on a présenté un programme d'ailleurs qui fait 66 pages et 5 heures de trucs, qui touche à de très nombreux secteurs d'activité, qui est d'ailleurs un programme très étroitement inspiré de celui du Conseil national de la résistance de 1944, parce qu'il y a beaucoup de points communs dans les deux situations. Par exemple, nos aïeux de 1944 voulaient rétablir le secret des correspondances. Nous sommes le seul mouvement politique, peut-être le Parti pirate en dit un mot, j'en sais rien, seul mouvement politique à attirer l'attention sur les dérives de plus en plus dictatoriales et sécuritaires de la construction européenne. Nous sommes le seul, je suis le seul à avoir attiré l'attention dans mon programme sur le réseau, sur le système INDECT, qui est en train d'être concocté par la Commission européenne et qui permettra d'aller fouiller dans les ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde, voilà, sur des mots-clés, de faire ensuite des liens avec des reconnaissances par visage. Nous sommes le seul à attirer l'attention sur la multiplication exponentielle du nombre de caméras de surveillance dans l'espace public, pour ne pas parler de l'espace privé. Tout ceci se passe, nous sommes les seuls à insister sur le mandat d'arrêt européen. On est en train de revenir sur toute une série d'acquis des peuples d'Europe, en matière de liberté publique, qui se passe dans une espèce d'indifférence générale, parce que d'un moment que ça vient de l'Europe, on n'a pas le droit de le critiquer. Donc nous, je veux dire, il y a quand même de la matière. Ici, par exemple, dans cette circonscription, d'après ce que je crois savoir, il y a quand même aussi des sinistres industriels, à Fumel, ou à côté de Fumel, Métal Temple, Maty, il y a Villeneuve Pet Food, il y a les agriculteurs. C'est un département où les exploitations, il y a eu 25% d'exploitations agricoles en moins en 10 ans. Maintenant, les cultures de fraises, c'est le premier producteur français de fraises, le Lot-et-Garonne. Les fraises sont maintenant de plus en plus cultivées hors sol, parce que c'est la concurrence à tout prix. Mais il faut expliquer d'où vient la concurrence aux gens. Moi, je vais dire aux Français, enfin aux gens qui vont venir là, c'est ce que je fais depuis 6 ans, je pense que ça va les intéresser. Je vais leur dire, vous savez pourquoi vous êtes dans cette situation ? Sur la concurrence en matière agricole, je vais leur parler de l'article 32, de l'article 39 du TFUE. Je vais leur montrer là, sur le truc. Voilà ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'il y a des délocalisations ? Pourquoi ça, les gens, ils sont très intéressés quand je leur dis ça. C'est-à-dire les gens qui ont plus de 40 ans, a fortiori les personnes âgées, savent très bien que, je sais pas, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, sous Mitterrand, il n'y avait pas de délocalisation. En ce moment, on s'ouvre les veines. Enfin, on perd tout notre savoir-faire industriel. On a perdu un quart des heures travaillées dans l'industrie en 10 ans. Au train où ça va, la France va devenir Venise, c'est-à-dire un truc de personnes âgées et un musée. On est en train de livrer à nos descendants un truc qui aura tout perdu. Donc ça mérite quand même qu'on s'y intéresse. Donc nous, alors évidemment, vous avez des gens style Montebourg qui dit oui, ministre du redressement productif. Bon, maintenant, il fait rire tout le monde. Il a fait des moulinets, mais c'est quoi ça ? Nous, on va expliquer, c'est ce que je vais aller expliquer à Fumel, je vais aller dire aux gens, ben voilà, il y a un article qui s'appelle l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux, point barre. Avant, si par exemple une entreprise française voulait délocaliser, comment elle faisait ? Ben, elle n'avait pas le droit.
elle devait aller voir la direction du Trésor, le ministère des Finances, avec le président, le directeur général, avec sa canne et son chapeau, et devait dire, voilà, je voudrais transférer 2 milliards d'euros, 2 milliards de francs pour construire une usine. Qui dit contrôle ne dit pas interdiction. Qui dit contrôle dit, de temps en temps on dit oui, de temps en temps on dit non. Voilà. Lorsque Peugeot avait voulu créer une usine en Iran pour y fabriquer des 504, 505 pour le marché, 504 pour le marché local, Bercy avait, enfin pas Bercy, Rivoli à l'époque avait dit oui. De telle sorte que, parce qu'on avait mesuré que c'était bien pour la France et que c'était bien pour l'Iran, puisque ça permettait à une entreprise française de prendre pied sur le marché iranien. Et puis, comme nous gérions notre commerce extérieur, nous n'avions pas l'article 32, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir par exemple un quota de zéro de voitures fabriquées en Iran à l'importation. Interdire l'importation des voitures fabriquées en Iran. Donc, on avait une usine, on acceptait la délocalisation, mais c'était pour qu'elle prenne pied sur un marché émergent, qu'elle y gagne des parts de marché, qu'elle favorise le développement du pays en question, qu'elle favorise le développement de l'entreprise française, mais on ne risquait pas de concurrence déloyale sur la mise en... Parce que ce qu'on met en concurrence, on met en concurrence le peuple français avec, enfin pas seulement les Français d'ailleurs, mais l'ensemble des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, avec grosso modo 3 milliards d'habitants qui gagnent très très peu leur vie, qui n'ont pas les mêmes conditions salariales, sociales, environnementales, etc. Donc, de temps en temps, on disait oui, et puis souvent, on disait non. Et c'était réciproque. Il y a 20 ans ou 30 ans, on n'apprenait pas que l'émir du Qatar rachetait tous les hôtels de luxe parisiens. On a appris il y a quelques semaines, vous avez peut-être noté, qu'il y a un propriétaire de salle de casino à Macao, en Chine, que je connais bien, enfin Macao, pas le propriétaire en question, qui vient de racheter le château de Gevrey-Chambertin, en Bourgogne. Avant, ça n'était pas possible, parce qu'avant, il aurait fallu une autorisation. Et on aurait dit non. Le gouvernement français aurait très probablement dit non à des joyaux de notre patrimoine national. C'est ce qui s'est passé avec ArcelorMittal. D'ailleurs, si j'ai bien compris, Metal Temple, là, à Fumel ou Maty, ont été victimes justement de rachats par des fonds de pension. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je me permets aussi d'insister sur le fait que la mondialisation dont on nous parle, c'est un truc, comment dirais-je, asymétrique. Vous avez un propriétaire de casino à Macao qui a pu racheter le château de Gevrey-Chambertin avec tout ce que ça signifie en termes symboliques. Mais vous, pas vous, mais un milliardaire français, je vous mets au défi d'aller racheter le Langjingcha, comme on dit, le thé du Puy du Dragon, les jardins du thé du Puy du Dragon du côté de Hangzhou, à Bernic, parce que vous ne pouvez rien acheter. Pareil au Japon, aller acheter un 2 pièces à Tokyo, vous ne le pourrez pas. À Shanghai, vous ne le pourrez pas. Donc il y a des ouvertures asymétriques. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. On dit toujours, mais nous sommes dans un univers, il faut que les Français s'adaptent. Oui, sauf que les autres pays n'ont pas accepté ce que nous avons accepté. Les ouvertures sont asymétriques, ils ont gardé, justement, par exemple les Chinois, je connais bien la Chine, je suis allé plusieurs fois sur ces sujets-là, eh bien ils font monter les enchères, lorsqu'une entreprise veut investir, ils demandent des transferts de technologie, et tout ça est très très encadré, ils vérifient, ils obtiennent leur intérêt national. Donc c'est ça qui s'est produit. Or tout ceci découle directement du traité de Maastricht, et des traités ultérieurs, puisque vous savez que tous les traités reprennent les traités antérieurs. La rupture, c'est Maastricht. C'est Maastricht en 92, la signature des accords de Marrakech du 15 avril 94, créant l'Organisation mondiale du commerce. Mais c'est Maastricht. Et actuellement, c'est l'article 63. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'on dit arrêtez le sketch. De Madame Le Pen à Monsieur Poutou, arrêtez le sketch. Ça sert à quoi de dire qu'on va lutter contre les délocalisations si vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne avec cet article 63. Voilà. On a des adhérents qui sont allés voir Mélenchon, il a sorti un meeting. Il dit, Monsieur Mélenchon, pourquoi vous ne parlez pas de l'article 63 qui interdit... Silence, camarades, on ne veut pas parler de ça. Voilà. Ben, nous, on parle. Et comme on parle, et comme les gens d'un seul coup se disent que, tiens, ce bonhomme, avec son air con et sa vue basse, finalement, ce qu'il dit n'est pas si inintéressant, ça va me permettre de creuser le sujet. Et on a comme ça des gens qui viennent de tous les partis politiques. Notre délégué dans le Finistère, il a été pendant 8 ans, 9 ans, il était au MoDem. On a des gens du NPA, on a des gens de chez... voilà, parce que on a la faiblesse de penser que si on met les dossiers sur la table, les Français vont peut-être se ressaisir. Voilà. C'est une longue marche, que ce cheminement que vous avez entrepris?
écoutez, je fais ça, ça va peut-être vous paraître saugrenu, invraisemblable, mais je fais ça parce que on fait ça d'ailleurs, parce que tous les gens qui sont avec moi, c'est pareil. On n'a pas à y gagner grand-chose. Hein. Les gens qui adhèrent chez nous, c'est pas pour un mandat électif, c'est pas pour un HLM, c'est pas pour un CDI dans une collectivité locale qui est détenue par un. Bon. Donc si les gens y viennent, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'on dit la vérité. Qu'on leur apporte enfin la compréhension de ce monde nouveau qu'on leur impose et auquel ils ne comprenaient pas. Voilà. Et d'un seul coup, ils commencent à comprendre ce qui nous attend, c'est-à-dire un appauvrissement généralisé, une mise en... Et tout ça sous des motifs que l'on n'a prétendument pas le droit de combattre, des motifs prétendument d'ouverture sur le monde. Nous leur montrons, nous, que c'est en fait un coup d'État par une oligarchie financière euro-atlantiste qui met la main sur l'ensemble des pays d'Europe, qui nous emmène à la ruine, qui nous emmène à la remise en cause. Regardez ce qui se passe dans l'agriculture. L'agriculture française a été dépassée il y a 2 ans par l'agriculture allemande. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de SMIC en Allemagne. Nous, on a un SMIC. Moi, je suis pour qu'il y ait un SMIC, figurez-vous. Je pense que nous avons des acquis sociaux. Mais en Allemagne, il n'y a pas de SMIC. Il y a des SMIC par branche, il n'y en a pas dans l'agriculture. Résultat des courses, ça veut dire qu'en Allemagne, vous avez les cultivateurs, par exemple, au moment de la récolte des fruits, ça va bientôt commencer. Il se trouve qu'en Allemagne comme en France, c'est essentiellement des personnels migrants. C'est des gens venus du Maghreb ou venus des pays de l'Est, de Moldavie, d'Ukraine, etc. Bon, pour cueillir des cerises, des trucs et des machins. En France, ils sont payés le SMIC, style 9-10 euros de l'heure. En Allemagne, ils sont payés 4-5 euros. Et on nous donne l'Allemagne comme modèle. Mais la logique de ça, c'est quoi ? La logique, c'est qu'il va falloir supprimer le SMIC ou qu'il va falloir supprimer les agriculteurs français. Voilà. Donc c'est ça que l'on dit. On dit aussi, je me permets d'insister, on essaye de démonter aussi, enfin on le fait carrément, de démonter l'argument selon lequel, le truc sempiternel, l'Europe c'est la paix. On montre que c'est un univers orwellien qu'on nous présente, parce qu'en réalité, l'Europe s'inscrit dans un contexte qui a été défini par les géopoliticiens américains, Samuel Huntington, dans Le choc des civilisations, and the remaking of world order, et le refaçonnage de l'ordre du monde. C'est le titre exact, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, c'est-à-dire que, sous couvert d'ouverture sur l'extérieur, en fait, on referme la France sur un monde, je lâche le mot, même s'il n'est pas tout à fait exact, mais sur un monde blanc et chrétien. C'est quand même ça. Et qui va de la Laponie jusqu'à l'Andalousie. Voilà. Or, nous affirmons que la vocation de la France, c'est d'être un État à rayonnement universel, que le legs de l'histoire que nous avons, c'est que nous avons des liens beaucoup plus étroits avec les pays du Sud, notamment les pays du Maghreb, les pays d'Afrique, que ce que nous faisons est donc contraire à la vérité. Il est faux de penser que les Français ont plus d'intérêt avec les Lettons, les Lituaniens, les Slovaques ou les Bulgares qu'avec les Tunisiens, les Algériens, les Haïtiens, les Québécois, voilà. Et donc que nous allons dans des choses qui sont extrêmement dangereuses. Voilà. La construction européenne est en train de nous mener à des choses extrêmement dangereuses. C'est exactement la même chose que l'alliance franco-russe, l'entente cordiale, vous savez, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, qui était pour assurer la paix. Pour assurer la paix face aux empires centraux, c'est-à-dire à l'empire wilhelminien et l'empire austro-hongrois, accessoirement l'empire ottoman. Et donc nous disons, nous recommençons la même erreur. Sous prétexte d'assurer la paix, on fait des alliances et on a un jeu. Ce que Jaurès avait dénoncé, c'était le jeu des alliances automatiques qui avait mené à la guerre de 14. C'est la même chose qu'a fait Dominique de Villepin en 2003 en refusant de faire la guerre en Irak. On peut dire que je ne suis pas là pour tirer les pompes de Dominique de Villepin. Maintenant, d'ailleurs, il a quitté la politique. Et en plus, il a approuvé la Constitution européenne. Mais en 2003, lorsque la France a pris la position qu'elle a prise au Conseil de sécurité des Nations Unies en s'opposant à la guerre en Irak, elle a fait ce que Jaurès aurait voulu faire en 14. C'est-à-dire, nous ne sommes pas solidaires du monde blanc sur cette affaire qui est en fait de la piraterie internationale. On a appris après qu'il n'y avait aucune arme de destruction massive en Irak. Et c'est vers ça qu'on nous emmène. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la France est en train de se couper de tout ce qui faisait son rayonnement mondial. En Syrie, en Liban, au Liban, en Tunisie, en Irak, en Afghanistan.
En Afghanistan, la cour du roi Sahed parlait le français. Pompidou était allé en mai 68 en Afghanistan pour ça. En Iran, en Irak, nous étions extrêmement bien implantés. Et comme nous sommes maintenant ligotés dans une structure dont j'expliquais tout à l'heure qu'elle a été conçue et pensée par les anglo-saxons, la voix de la France disparaît dans le monde. Or, comme je le dis, c'est vraiment, ça nous distingue, comme vous pouvez le voir, totalement d'une pensée d'extrême droite, bien au contraire, c'est qu'en réalité, la France n'appartient pas qu'aux Français. La France, c'est un patrimoine mondial. La France, ce que les pays du monde attendent de la France, c'est qu'elle porte, certes, nous ne sommes plus la grande nation de 1789, mais on est encore un pays qui compte beaucoup dans le monde, dont la voix compte, et dont les pays du monde, les pays d'Amérique latine, que je connais assez bien, le monde chinois, que je connais bien, le monde russe, etc. Moi, j'ai des amis un peu dans tous ces pays, des gens qui aiment la France, ils disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir ?» Où est la France de De Gaulle, cette France qui portait fièrement le drapeau de l'indépendance des peuples et des nations face à l'impérialisme américain? C'est de ça qu'il s'agit. C'est gravissime, c'est gravissime. Voilà, alors ça nous éloigne un petit peu peut-être du Lot-et-Garonne, mais pas tellement, parce que c'est en tout cas ce que je pense. Et ne ravalez pas ça à un truc du style un tour de chauffe. Bien sûr, ça peut être des calculs qu'on peut faire. C'est normal qu'un parti politique ait vocation et la volonté de se faire connaître, surtout quand on est absolument convaincu que notre message est très important et qu'il faut absolument que de plus en plus de Français l'entendent et ne soient pas scotchés dans Koh-Lanta ou ce genre de trucs toute la journée, parce que c'est de l'avenir de notre pays, d'un pays qui a 1500 ans d'âge et qui compte dans le monde. Donc c'est ça qui nous motive et c'est vraiment l'objectif que l'on se poursuit, c'est d'abord ça, c'est d'aller... moi je vais parler de ça aux gens, dans le Lot-et-Garonne, parce que je considère que les Français, c'est d'ailleurs connu, c'est l'un des peuples les plus politiques au monde, c'est un vieux peuple, un peuple politique, et je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas aux Français de la France et de son avenir. Voilà, parce que on n'en parle plus. On en parle, alors les municipales on n'en parle pas, les cantonales on n'en parle pas, les régionales on n'en parle pas, au présidentiel on n'en parle pratiquement pas. On n'en parle plus. Les européennes on n'en a pas parlé, ou alors ce sont des slogans creux. Et aux législatives, il faudrait s'occuper. Mais les problèmes, il y a un passage du micro au macro, hein, du microéconomique au macroéconomique. Moi, je veux dire aux gens que je vais rencontrer, j'espère nombreux, à Fumel, ou aux agriculteurs, ou aux gens qui perdent leur emploi à Fumel, ou aux agriculteurs que je vais rencontrer, je voudrais leur dire voilà d'où viennent vos problèmes. Votre problème, il vient de là. Et ce qui n'est pas normal, c'est que personne ne vous le dise. Voilà. On vous a fait signer un contrat, c'est comme si vous étiez tombé sur un escroc qui vous fait signer un contrat, puis il y avait des petites footnotes, vous savez, des petites notes en bas de page que vous n'avez pas bien vues. Alors, attention, vous avez signé ça. Bon, ça s'appelle du dol en droit. Voilà, ça s'appelle de l'escroquerie. Donc les Français n'ont pas, quand ils ont voté pour le traité de Maastricht, d'ailleurs, avec un chouïa, comme vous le savez, dans des conditions de propagande extraordinaires, on leur avait dit l'euro, ça sera plus de croissance, plus d'emplois. Ils ne se rendaient pas compte que ça voulait dire on va mettre la France, on va obliger les Français à devenir des germano-américains. Les Grecs non plus, ils n'avaient pas imaginé. C'est pour ça que, d'ailleurs, vous le savez, vous êtes journaliste, vous savez ça aussi bien que moi, sinon mieux, les gens sont, dans toute l'Europe du Sud, la situation est explosive. Voilà. Et la situation, elle est dramatique, hein, franchement. Voilà. Moi, je vais devoir y aller, moi. Moi, je veux bien. Ouais. Je veux bien. On peut vous remettre peut-être des petits prospectus sur nos 2 prochaines conférences, ça pourra vous aider. Dans la circonscription, là, Oui, oui, bien sûr. Ok, de toute façon. Alors, il y a Montflanquin, je crois que... Bon, ça sera demain soir à Montflanquin, demain soir. et puis après-demain à Fumel. Voilà. Et puis ça sera lundi à Villeneuve-sur-Lot. Et après ça, on vous revoit dans la circonscription ou pas? D'ici le 16 juin. Ah ben, je vais rester le maximum. Non, mais je sais pas, parce que là, j'ai l'impression que vous groupez tous vos... Ah non. D'accord. Ah non, mais moi je suis... Vous savez, il faut être tenace pour faire ce que je fais. Il faut être tenace, je peux vous dire. Il faut être tenace. Voilà. On peut aller faire une photo? Oui, volontiers. Moi, j'avais juste une question très simple. C'est quoi votre profession actuellement? Je suis inspecteur général des finances, donc je suis à Bercy. Donc j'ai des missions. D'ailleurs, pour la petite histoire, la dernière mission que j'ai terminée avait été demandée par M. Cahuzac, ministre du Budget. C'était sûr. C'était sur la flotte d'hélicoptères du ministère de l'Intérieur.
C'est co-signé par M. Valls, M. Cahuzac et M. Moscovici, avec 3 ministres. Voilà. Donc j'ai fait une mission, voilà. Alors qu'on ne vienne pas me dire que je suis un hurluberlu, parce que je suis inspecteur général des finances, on me demande mon avis et faire une mission sur le sujet. Mais j'appartiens à un grand corps de l'État. Vous connaissez, il y a l'inspection, il y a le Conseil d'État et la Cour des comptes, dont il est connu que ce sont des corps où on a... bon, d'abord, les fonctionnaires en général ont la faculté de faire de la politique. Il y a quand même énormément de fonctionnaires en politique. Mais en plus de ça, dans les grands corps, bon, bah, c'est le corps, l'inspection, il y avait Giscard, Rocard, Juppé, Marigny, voilà, et voilà. Et là, vous êtes en congé, en disponibilité? Là, j'ai pris quelques jours de congé, je suis entre deux missions, voilà, et puis je m'articule avec ça, voilà. Si M. Cahuzac avait été candidat, est-ce que vous seriez venu oui, je quand crois. même? Oui. Ouais. Il y aurait eu plus, parce que là, ça va être moins médiatisé, je pense. Comme M. Cahuzac n'est pas là, ça sera moins médiatisé, peut-être. Les caméras sont parties d'Ivoire. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas à la recherche de la notoriété pour la notoriété. Là, c'est une occasion qui se présente. En plus de ça, on a, pour tout vous avouer, si vous voulez, on a bientôt 3000 adhérents, donc des gens ils piaffent parce qu'on a chez nous des chômeurs, on a des gens qui sont en fin de droit, on a des gens qui sont pauvres, on a des gens qui sont furieux. Vous savez que la situation, je ne vais quand même pas vous le dire, elle est quand même très mauvaise. Encore, je ne sais pas ce qu'il en est dans un pays, mais je pense que dans un département rural, il y a quand même une solidarité de base qui fait que les gens, mais dans les banlieues parisiennes ou dans les banlieues des grandes villes, etc., la situation elle est mauvaise. Et on va vers... nous, c'est une solution tout à fait républicaine. J'ai oublié de préciser que la sortie de l'Union européenne et de l'euro que nous proposons, elle est fondée... je suis extrêmement intransigeant là-dessus sur les questions de droit. Voilà. Lorsque M. Mélenchon dit on va désobéir au traité, c'est absolument scandaleux, parce que c'est contraire à l'article 5 de la Constitution française qui prévoit que le président de la République est le garant du respect des traités. C'est également stupide, parce que si nous désobéissions aux traités européens, nous serions déférés ipso facto, instantanément par la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, et par les autres partenaires devant la Cour internationale de justice, et la France serait condamnée. Bon, dire ça, nous on prend les choses par ordre. Je considère personnellement que la barbarie commence là où finit l'état de droit. Donc la France, elle a des engagements avec ses partenaires européens, il y a un traité, et il y a un article qui permet de sortir du traité. Donc on dit, voilà, c'est l'article 50 qui permet de sortir du traité.